Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Bridgeham. Nous allons parler aujourd'hui de politique d'apport-substitution. Quel premier bilan pour cette politique d'apport-substitution qui a été démarrée, je vous le rappelle, en 2020. On va en parler avec deux panélistes de renom qui sont impliqués au cœur du dispositif notamment. Mais tout de suite la parole, comme d'habitude, au président de la Bridgeham, Stephen Orr, pour ouvrir ce webinaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur un sujet d'actualité. Objet de notre webinaire aujourd'hui, à savoir industrie au Maroc, bilan et défis de la politique de substitution. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est d'une grande actualité et d'une grande importance pour l'avenir industriel au Royaume. En effet, face à la crise sanitaire et aux perturbations du commerce mondial, le Maroc a su réagir rapidement et efficacement pour préserver et réorienter son tissu industriel vers les besoins du pays. Le concept de Made in Morocco est devenu une priorité stratégique pour réduire la dépendance aux importations, renforcer la compétitivité et la valeur ajoutée des produits locaux et conquérir de nouveaux marchés à l'export. Pour opérationnaliser cette vision, le gouvernement a lancé en 2020 un plan de relance industrielle 2021 à 2023, basé sur 5 axes et 3 chantiers prioritaires, avec l'objectif d'atteindre une substitution aux importations de 34 milliards de dirhams et un potentiel additionnel à l'export de 17 milliards de dirhams, soit un impact brut sur la balance commerciale de 51 milliards de dirhams d'ici 2023. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter les enjeux, les opportunités et les défis de cette politique de substitution aux importations au Maroc. Nous aurons le plaisir d'écouter et de dialoguer avec des intervenants de haut niveau sur quels sont les facteurs clés de succès pour réussir le Made in Morocco, quels sont les principaux obstacles et risques à surmonter pour développer une industrie locale compétitive et innovante. Quels sont les leviers et les opportunités offertes par le plan de relance industrielle 2021-2023 pour les acteurs industriels marocains? Pour passer au crible toutes ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter un panel exceptionnel que je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de redonner la parole à Landry Benoît pour modérer le reste de cette session, je tiens à remercier nos partenaires, OCP Group, Spirit AeroSystems, Bank of Africa, Aqua Group, Kutubia Holding, SMEIA, Consoma, CIH Bank, RMA Assurance, Kutubia Agence Nationale des Ports, British International School et H&A Investment Holding. Merci à tous et bon webinaire. Merci beaucoup, Stephen Orr, président de la Bridgeham. Bienvenue encore une fois à tous pour ce nouveau webinaire consacré cette fois-ci à la politique d'apport-substitution, industrie au Maroc, bilan et défis. C'est le titre de ce webinaire où nous allons accueillir Monsieur Amin Belach-Cholami. Bonsoir. Bonsoir Landry, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver à nouveau. Vous étiez avec nous il y a quelques semaines déjà. On va parler avec vous de cette nouvelle politique qui a démarré en 2020 avec un plan cadre qui a démarré réellement en 2021. Vous êtes, je rappelle, chef du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce. Avec nous également Youssef Der. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Landry. Un plaisir de vous accueillir. Vous êtes directeur des investissements et des exportations au sein de l'AMDE, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. C'est un sujet passionnant, capital pour l'avenir de l'industrie du pays. L'apport-substitution, une politique mise en place il y a maintenant un peu moins de 3 ans et qui obtient déjà des premiers résultats. On va voir cela en détail, plus de 1000 projets,
peut-être 300 000 emplois directs et indirects qui vont être créés. En tout cas, on parle d'un peu plus d'un tiers du chemin qui aurait été effectué en termes d'emplois depuis le début de ce plan qui a été cadré 2021-2023. Je vous rappelle 4 vagues, et on va en parler, 4 vagues d'imports substitutions qui ont été mises en place par le ministère de l'Industrie. Alors, quid du bilan, quid des défis? C'est ce qu'on va voir avec le chef du cabinet du ministère de l'Industrie, donc Amin Belach-Soulami. On parlera également avec vous des leviers d'action qui ont été enclenchés, qui restent peut-être également à enclencher à l'avenir. Et puis avec vous, Youssef Tibber, nous parlerons promotion de la marque Maroc, du label Made in Morocco. Nous ferons bien sûr également un point d'étape sur les performances de l'AMDE en matière d'attraction des investissements et de stimulation des exportations, notamment dans le secteur industriel. Et puis, je rappelle que ce webinaire est le vôtre. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, puisqu'après, nous parlerons, nous débattrons tous ensemble de vos questions, bien entendu. Alors, on va commencer avec vous, Amin Belach-Soulami. On a beaucoup de questions à vous poser. Peut-être la première, c'est tout simplement, si on devait résumer en quelques chiffres, quel est le bilan de la politique de substitution qui a été mise en place depuis 2021 et comment cette politique elle a impacté le secteur industriel marocain? Alors, merci à nouveau, Landry, pour l'invitation. Merci également à la Bridgesham, à Stephen Orr pour son intérêt pour les sujets liés à l'industrie nationale. Et j'ai vraiment plaisir à être parmi vous aujourd'hui. Merci. Avant de dire un mot sur le bilan, je vais peut-être revenir sur la genèse de la politique d'import-substitution et peut-être revenir sur les mécanismes et enfin finir avec les réalisations aujourd'hui et peut-être un peu l'avenir de cette politique et le passage du plan de relance industrielle 2021-2023 à la future stratégie industrielle sur laquelle nous sommes en train de plancher en ce moment même. Alors, sur la genèse de la banque de projets et plus généralement du plan de relance industrielle 2021-2023, donc on est en 2020. On est en 2020, on est à la fin du plan d'accélération industrielle 2014-2020, qui, à l'instar des stratégies industrielles qui l'ont précédé, donc l'émergence, le plan national d'émergence industrielle, donc depuis le début des années 2000, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on fait le choix de l'ouverture du Maroc. Donc ça, c'est un choix qui est irréversible, pour lequel le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes ont mobilisé les infrastructures, les accords commerciaux et ont préparé nos entreprises à affronter le monde finalement. Donc déjà là, c'est peut-être un nouveau paradigme par rapport à ce qui se faisait au début de l'industrie marocaine dans les années 60-70, où on avait à l'époque des industries qu'on n'a plus aujourd'hui, qui sont en train de revenir. On pourra en reparler, qui était une industrie qui était plus protégée, avec moins de sollicitations des investissements directs étrangers, des barrières commerciales, de la protection douanière, etc. Donc on arrive en 2020, on est en train de récolter finalement le résultat des stratégies industrielles successives et qui, je veux dire un mot sur ça, sur le résultat un peu avant de revenir sur le PRI, sur le résultat des stratégies industrielles successives et qui ont prôné l'ouverture du Maroc sur son environnement international. Entre 2013 et aujourd'hui, les exportations industrielles ont été multipliées par 2. Ils sont passés de 160 milliards de dirhams en 2013 à 370 milliards de dirhams en 2022, qu'ils ont plus que doublé, avec les impacts en termes de valeur ajoutée, en termes de création d'emplois, en termes de réserves de devises qui nous permettent aujourd'hui finalement de financer une partie des importations nationales, et aussi même en termes de typologie de ces exportations. À fin 2022, les exportations de produits manufacturés représentent près de 87% de l'ensemble des exportations nationales.
Aujourd'hui, même, c'est-à-dire c'est un niveau dont on peut être collectivement fier. C'est un niveau qui peut même donner envie à un certain nombre de pays industrialisés ou qui ont une tradition industrielle plus ancienne que le Maroc. En Bien termes sûr. d'emploi, J'ai quelques pays en tête, notamment. On ne va pas les citer. Pays vous du pouvez en Nord. citer quelques-uns, je m'abstiendrai. Sur l'emploi, qui est la mère de toutes les batailles, aujourd'hui, on compte à la CNSS plus d'1 million d'emplois dans l'industrie, versus 300 000 au début des années 2010. Donc aujourd'hui, l'ouverture, comment dire, elle a donné des résultats en termes d'investissement. Autre chiffre intéressant, aujourd'hui, l'industrie est le premier secteur pourvoyeur d'idées au Maroc. C'était historiquement l'immobilier. Aujourd'hui, depuis le milieu des années 2010, c'est l'industrie. Revenons sur le plan de relance industrielle. Donc on est en 2020, la pandémie du Covid, qui fait prendre conscience finalement au monde entier de la nécessité pour les pays à pouvoir produire localement ce dont a besoin leur population. Donc d'une part, il y a cette prise de conscience, et d'autre part, il y a eu le formidable élan, la mobilisation des industriels marocains, de l'ensemble des parties prenantes publiques et privées, pour justement faire en sorte que les citoyens marocains puissent avoir tout ce dont ils ont besoin en cette période de pandémie. Donc c'est un peu de ce double constat qui est parti l'idée du plan de relance industrielle et de la banque de projets. Et on peut dire d'ailleurs aussi, Amin Belhach-Soulami, qu'à l'époque, il y a encore beaucoup de pays qui ne sont pas arrivés à cette solidarité, à cette construction, cette participation du secteur industriel, comme le secteur industriel marocain, à réagir à la pandémie, aux problématiques posées par la pandémie. Absolument. Et je pense que, c'est-à-dire, même pour nous, en tant que pouvoir public, ce n'était pas vraiment une surprise, mais c'était quand même un moment très particulier comment dire, l'ensemble des parties prenantes ont enlevé leur casquette avec un objectif commun, d'assurer l'approvisionnement de nos concitoyens. Et je remercie à nouveau, je pense que ça a été fait plusieurs fois, le secteur privé, que ce soit les industriels, les distributeurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour justement faire en sorte d'atténuer l'impact de la rupture de l'approvisionnement sur nos concitoyens. Donc c'est dans ce contexte-là que le ministère a lancé la banque de projets qui a été présentée à la CGEM en septembre 2020. Avec à l'époque le lancement d'une centaine de fiches dans la banque de projets. Et ensuite, au fur et à mesure, le lancement de nouvelles vagues. Aujourd'hui, on est à 4 vagues, la dernière ayant été lancée en deuxième moitié 2022. Aujourd'hui, la banque de projets compte 375 fiches projets sur un ensemble d'activités industrielles. L'idée étant de montrer, si besoin est, aux industriels marocains, aux personnes privées, aux grands groupes, aux investisseurs internationaux, des idées de projets pour lesquels on estime et on a documenté la compétitivité marocaine et la capacité de ces projets non seulement, et là aussi c'est une différence par rapport à ce qui se faisait avant, non seulement à livrer le marché national, mais aussi de pouvoir livrer les pays voisins. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas, c'est-à-dire couver les projets de manière indéterminée. Et pour nous, le vrai test de la compétitivité est celui de l'export. Ça revient à dire que si aujourd'hui un projet arrive à gagner des parts de marché à l'international, c'est qu'il a le niveau de compétitivité suffisant pour pouvoir durer dans le temps et faire des petits à côté.
Donc, c'est un peu l'état d'esprit qui a présidé à cette banque de projets, avec aujourd'hui, je l'ai dit, 375 fiches projets, avec une dernière vague qui était orientée industrie agroalimentaire et tout ce qui est dispositifs médicaux, produits pharma, avec un virage, on parlait de souveraineté nationale. Ce concept est venu dans un discours de Sa Majesté, dans le contexte de la pandémie, où Sa Majesté a rappelé la nécessité pour les pays d'assurer leur souveraineté, qu'elle soit industrielle, sanitaire, énergétique, etc. Donc on a mis à jour la banque de projets pour davantage tenir compte de ce paramètre critique qui est celui de la souveraineté, en insistant davantage sur des secteurs comme l'agroalimentaire, dispositifs médicaux, pharma, etc. Alors, avant de donner quelques chiffres sur le bilan, peut-être parler de projets qui ont été réalisés dans le cadre de cette fameuse banque de projets. C'est des projets nouveaux qui aujourd'hui permettent notamment dans le secteur agroalimentaire de combler le gap entre l'amont agricole et les projets de valorisation plus en aval. Aujourd'hui, par exemple, on a accompagné, au titre de la banque de projets, de nombreux investissements de concentrés de jus d'orange. Ça, par exemple, aujourd'hui, historiquement, alors que d'une part, on a une production agricole locale d'agrumes qui est parmi les plus prolifiques au monde, on était obligé d'importer du concentré pour pouvoir faire du jus d'orange. Donc aujourd'hui, typiquement, c'est le genre de gap qu'on a cherché à combler. Aujourd'hui, on est content de voir émerger, on a eu l'occasion d'en visiter quelques-unes, des usines de production de concentré de jus. Idem pour tout ce qui est fromage, fondu, etc. Sur la partie agroalimentaire, la biscuiterie. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le premier secteur en termes de projets accompagnés dans le projet, c'est le secteur agroalimentaire. Idem sur la partie pharma, dispositifs médicaux. À partir de 2021, on a vu une belle dynamique qui a aussi été aidée par la signature d'un contrat programme avec le ministère de la Santé, qui joue également un rôle important pour la promotion de ce secteur. Et aujourd'hui, au-delà de la banque de projets, on est satisfait de voir au Maroc l'émergence de projets à taille continentale, à l'instar du projet de Ben Slimane, Sensio Pharmatech, qui a été lancé sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Un projet qui a été réalisé dans des délais records. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que la construction de l'usine est achevée, que les équipements sont installés, testés et qualifiés, et que le début de la production est imminent. Là aussi, c'est peut-être permet de faire la transition avec la souveraineté à l'échelle continentale ou régionale. Ce projet, par exemple, a justement vocation non seulement à assurer de répondre aux besoins du marché local estimé à une vingtaine de millions de doses par an, mais aussi il a été dimensionné dès le début pour contribuer à la souveraineté sanitaire du continent, conformément aux orientations de Sa Majesté. Quelques chiffres, je pense, pour revenir finalement à la question qui m'a été posée sur le bilan de la banque de projet. Aujourd'hui, nous accompagnons 1535 projets au titre de la banque de projet, qui représente un investissement potentiel de 53 milliards de dirhams et qui vont nous permettre de dépasser largement les objectifs qui ont été assignés en 2020. Pour rappel, 34 milliards de chiffre d'affaires local. Aujourd'hui, on est à potentiellement 75 milliards de dirhams, donc plus du double. Et idem, la bonne surprise vient des exportations. Et c'est un point qu'on avait en tête dès le début. C'est la compétitivité ou la preuve de la compétitivité via l'export. Aujourd'hui, on parle d'un potentiel d'export sur les 1535 projets qui sont accompagnés de 70 milliards de dirhams également. L'emploi, sur l'ensemble de ces projets accompagnés, on est sur un potentiel de création d'emplois directs et indirects de plus de 300 000 emplois à horizon 2026. Donc aujourd'hui, on est ravis de l'engouement que continue à connaître cette banque de projets. Et je pourrais éventuellement parler par la suite des dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la banque de projets ou par ailleurs pour continuer à promouvoir et à pousser notre industrie nationale.
Donc, on est au-delà, clairement, des objectifs pour l'instant qui ont été assignés en 2020. On voit que le gap est là, il est tenu, bien au-delà des attentes, des espérances. Justement, par rapport au dispositif, alors, on a plusieurs questions. C'est vrai que d'abord, c'était une mesure que le gouvernement a prise, Amin Belhachelami, pour encourager les investissements locaux dans le secteur de l'industrie. Et comment ces mesures ont été reçues par les entreprises et les investisseurs? Alors, justement, c'est ce que je disais à l'instant. On a le dispositif a connu un vrai engouement. Pourquoi? Parce qu'il a permis de regrouper dans un seul endroit l'ensemble des outils qui sont mis en place par l'État pour accompagner les investisseurs, essentiellement les PME. D'ailleurs, aujourd'hui, au cœur de ce dispositif, il y a Maroc PME qui, dans l'offre, de mon point de vue, gagnerait à être davantage connu. On essaie d'en faire la promotion le plus possible, mais qui offre aujourd'hui aux PME dans l'industrie marocaine des outils, que ce soit en termes d'assistance technique ou de subvention à l'investissement, particulièrement avantageux et qui aujourd'hui connaît une croissance très significative de son activité. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, ce sont plus de 200 projets d'investissement qui ont été accompagnés par Maroc PME en 2022, soit quasiment un projet tous les 2 jours, avec ce que ça implique en termes de retombées, de création d'emplois, de valeur ajoutée locale. Parmi les autres dispositifs, là je vais peut-être sortir un peu de la banque de projets et revenir sur ce qui a été fait récemment dans le cadre de ce mandat gouvernemental. Je veux dire un mot sur le dispositif qui s'appelle Stware Innovation. C'est un dispositif qui a été lancé en partenariat avec la CGM fin d'année dernière, qui est opérationnel depuis le début de cette année, et qui permet justement d'accompagner les PME industrielles, les chercheurs, les universités pour la valorisation de leurs idées au début en 3 étapes. D'abord sur la partie brevet, où l'État prend en charge de mémoire 30% des frais plafonnés à 1 million de dirhams pour la conception, le dépôt des brevets, etc. La deuxième étape, c'est sur le prototypage, où là aussi l'État contribue de manière significative à la prise en charge des frais relatifs au développement de prototypes, et en bout de chaîne, ce qu'on appelle les lignes pilotes. Donc pouvoir passer du prototype et entamer l'industrialisation avec là une contribution financière plafonnée, je crois, à 4 ou 5 millions de dirhams. Ça, typiquement, c'est un projet ou un produit qui était sollicité depuis un certain nombre d'années et qui a été mis en place fin d'année dernière et qui est doté de 300 millions de dirhams par an. Sur le foncier industriel, qui est aujourd'hui l'un des sujets qu'on regarde de très près, de réalisations importantes de mon point de vue. D'abord, le lancement courant 2022 d'une plateforme web qui permet aux industriels, quelle que soit leur taille, d'identifier du foncier industriel disponible, lot par lot, avec une indication sur le prix. Et un chantier à plus long terme, c'est la loi sur les zones industrielles qui, en 2 mots, donne d'abord une cohérence globale à l'ensemble des projets accompagnés sur le territoire national en termes de zones industrielles, promeut la bonne gestion, la bonne gouvernance au sein des zones industrielles et introduit des mécanismes de lutte contre la spéculation foncière dont ont souffert un certain nombre de zones ces derniers temps. Autre dispositif important, celui de la loi sur les délais de paiement. La loi vient d'être adoptée il y a quelques jours. On sait par exemple que les TPE, aujourd'hui, les délais de paiement atteignent de mémoire 270 jours. Donc là, aujourd'hui, c'est clairement l'une des principales causes de défaillance des entreprises au Maroc, indépendamment de l'activité des TPE. Donc le gouvernement est venu avec ce texte qui permet de sortir du rapport de force entre entreprises pour le sujet des délais de paiement
et qui met la Direction générale des impôts en tant qu'arbitre. Et donc, avec ce texte-là, qui a été adopté il y a quelques jours au Parlement, on espère faire revenir les niveaux de paiement, principalement au sein du secteur privé, parce que finalement, l'État en la matière a fait beaucoup de progrès. Oui, Et il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années, notamment. absolument. Donc aujourd'hui, c'est le secteur privé qui a encore une marge de progression importante en la matière, principalement les TPE qui sont en bout de chaîne. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau texte, on espère pouvoir finalement réinjecter de l'argent dans l'économie et accompagner davantage les TPE dans l'industrie en particulier. Donc il y a beaucoup de dispositifs dont je pourrais parler. Peut-être revenir un peu plus tard aussi sur les perspectives. Comme je l'ai indiqué au début, nous sommes en train de travailler sur la nouvelle stratégie industrielle. Le plan de relance industrielle est en train d'arriver à échéance fin 2023. Et nous avons eu l'honneur et le privilège de recueillir les orientations de Sa Majesté dans le message royal adressé aux participants de la première journée nationale de l'industrie, le 29 mars, où Sa Majesté fixe les orientations pour la nouvelle stratégie industrielle sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure. Ça, c'est une stratégie qui sera présentée courant de cette année, sans doute? Ou alors il faudra attendre début 2024, selon vous? Non, nous y travaillons. Moi, je pense qu'elle devrait probablement être lancée d'ici fin d'année, Charles. D'accord. Alors, bon, on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs et qu'en plus de ce dispositif, bon, il y en a deux mastodontes, hein. Vous disiez manque de projet, Maroc PME. Il y a des dispositifs d'accompagnement complémentaires qui sont là. Il y a une volonté aussi d'assainir un cadre, un écosystème global, hein, pour pouvoir assurer des investissements, assurer un bon cadre pour pouvoir assurer un développement du tissu industriel. Aujourd'hui, quels sont les projets du ministère pour développer l'industrie manufacturière au Maroc à moyen et long terme? Parce que vous le disiez, il y a un bon niveau, hein, 87% aujourd'hui de l'exportation marocaine au niveau industriel, c'est de l'industrie manufacturière. Est-ce qu'on peut aller encore au-delà selon vous? Au-delà, en termes de pourcentage, pas forcément, parce que c'est un niveau assez inédit. En revanche, en valeur absolue, on a une marge de progression qui est encore significative. Et on est aujourd'hui heureux de voir que typiquement ce début d'année, la dynamique se poursuit avec un taux de croissance des exportations industrielles à 2 chiffres sur l'ensemble des segments, avec de nouveaux records réalisés par l'automobile, l'aéronautique. Donc on est sur une lancée. Sur les outils pour continuer à accompagner, je vais en parler de 3 ou 4 outils. D'abord, la clé, c'est la compétitivité. La compétitivité, facteur de production, donc le foncier. Aujourd'hui, on a mis en place une nouvelle loi qui permet, de fluidifier l'accès au foncier, de lutter contre la spéculation, de mieux gérer les zones. L'énergie, il y a un travail important qui a été fait dans le cadre de ce mandat gouvernemental sur la partie énergie renouvelable pour permettre aux industriels, notamment en moyenne tension, de bénéficier d'une énergie verte en prévision, entre autres, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes, mais une énergie verte, mais aussi beaucoup plus compétitive que l'énergie ou le prix de l'énergie que payent actuellement les industriels, en rappelant l'effort important qui a été consenti par le gouvernement pour maintenir les prix de l'énergie au Maroc. Aujourd'hui, dans certaines géographies, on parlait d'amortisseurs, j'ai plus l'autre terme en tête, on débattait un peu sur la nomenclature pour réduire l'impact de la hausse de l'énergie sur les ménages et les industriels. Au Maroc, on n'a même pas eu ce débat. Au Maroc, le gouvernement a pris le parti de stabiliser le prix de l'énergie, de l'électricité, à la fois pour les ménages et pour les corporates. Mais on veut aller plus loin qu'avec de l'énergie verte, décarbonée et encore plus compétitive. Autre facteur clé de succès, le capital humain. Le capital humain sur 2 niveaux. Dans l'expérience du plan d'accélération industrielle,
Cette expérience a été particulièrement éloquente en ce qui concerne la formation professionnelle, avec un nouveau modèle de formation où le secteur privé est très impliqué, que ce soit pour la partie identification des besoins, mais aussi pour dispenser les formations au quotidien au sein de centres qui sont co-gérés, voire totalement confiés en gestion déléguée au secteur privé, avec des taux d'insertion remarquables qui dépassent les 95% pour les plus performants. Donc, on est parti de cette expérience très réussie dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, on est en train de la mettre en œuvre pour l'enseignement supérieur. C'est à ce titre qu'a été signée une convention, notamment avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de fédération de l'automobile et de l'aéronautique, pour former à horizon 2026 100 000 techniciens supérieurs et ingénieurs qui seront opérationnels et qui seront formés selon les besoins spécifiques des industriels. Donc, sur les facteurs de productivité un peu objectifs, donc le foncier, on en a parlé, l'énergie, le capital humain. Autre enjeu, c'est celui de la montée en gamme. La montée en gamme, aujourd'hui, Monsieur le ministre l'a rappelé dans son intervention il y a quelques jours, on était, en tout cas l'industrie marocaine a commencé comme beaucoup d'autres sur une approche low cost, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, on vend finalement de la main-d'œuvre, comme ce qui se faisait dans le textile, on vendait de la façon, donc de la main-d'œuvre à l'heure. Aujourd'hui, on est sur un positionnement qu'on peut qualifier de best cost. Aujourd'hui, on n'est pas du tout le pays le moins cher dans la région. Quand on regarde les pays d'Afrique du Nord ou d'autres pays peu qualifiés de concurrents. En revanche, on a accumulé un savoir-faire, on a une main-d'œuvre qui est beaucoup plus productive, donc on est sur un positionnement un peu plus forte valeur ajoutée. Et l'enjeu, justement, c'est de continuer sur cette lancée-là pour être non seulement sous-traitant, entre guillemets, pour le compte de grands groupes internationaux qui investissent massivement au Maroc, mais aussi être producteur de nouvelles solutions et aussi de primes de marque. Là, c'est un point important. Aujourd'hui, quand on décompose la valeur d'un objet ou d'un produit manufacturé, quel qu'il soit, une partie importante de la valeur est dans la marque, n'est pas dans le produit en lui-même. On peut penser éventuellement à nos smartphones qui sont vendus à 3, 4, 5, voire 10 fois leur coût de production. Et donc aujourd'hui, on est en train de positionner l'industrie nationale, notamment à travers le label In Morocco, en tant que producteur donc de solutions, d'innovation, mais aussi venir avec des marques fortes qui vont permettre à nos industriels de capter une partie de cette prime. À ce niveau-là, pour l'instant, il y a des mesures qui sont mises en place, qui vont être mises en place. C'est quelque chose qui arrive dès maintenant ou qui va arriver progressivement? Ça, justement, l'ensemble de ce package va être annoncé dans le cadre de la nouvelle stratégie, probablement d'ici fin d'année, Inch'Allah. Merci Amine Belhach-Cholami. Vous restez bien sûr avec nous. Il y a beaucoup de questions qui sont déjà parvenues et qui vont être bien sûr tout à l'heure prises en compte dans ce webinaire. Youssef Tever est avec nous également. Rebonsoir, vous êtes directeur donc des investissements et des exportations au sein de l'AMDE. Peut-être d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, parler de votre rôle dans la promotion de la politique de substitution au niveau des investisseurs étrangers. Une réaction à ce qui vient d'être dit, aux résultats pour l'instant affichés de cette politique de substitution, surpris, pas surpris? Vous applaudissez des deux mains? Alors oui, j'applaudis des deux mains. Je voulais d'ailleurs féliciter spontanément le travail qu'effectue le ministère de l'Industrie et du Commerce sur toutes les initiatives qui sont prises pour favoriser l'industrie nationale. Et non, pas surpris, parce qu'on travaille régulièrement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce sur de nombreux sujets, notamment ceux qui sont relatifs à la promotion du tissu industriel national et comment favoriser justement les politiques de substitution aux importations pour favoriser le tissu local. Donc, je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la compétitivité et sur le positionnement du Maroc comme une plateforme compétitive.
Et je réitère encore une fois tous mes vœux de succès à la politique industrielle du Royaume. Bon, il y a un changement de paradigme qui a été mis en place progressivement ces dernières années, y compris au sein des consommateurs marocains. On est de plus en plus confiance dans la marque Maroc. L'image de marque du Maroc également, elle se développe de plus en plus. On a eu notamment, pas uniquement, une Coupe du Monde qui permet de nous positionner différemment. Vous, au sein de la MDO, aujourd'hui, très franchement, quand vous allez vendre la destination Maroc, vendre le Made in Maroc, vendre cette politique de substitution, aujourd'hui, ça marche bien, très bien, beaucoup mieux. Comment ça se passe? Alors, oui, disons que le Maroc bip de plus en plus dans les radars des grands groupes internationaux, et pas que des grands groupes, mais des opérateurs qui généralement souhaitent délocaliser ou relocaliser une partie de leur activité à l'international. Pourquoi? Parce que le Maroc, il propose quelque chose d'intéressant et qui fait sens pour les industriels qui veulent à la fois, qui recherchent à la fois de la compétitivité, qui recherchent de la stabilité et qui recherchent de la proximité et de l'accessibilité à leur marché prioritaire. Quand je dis ça, on peut penser à plusieurs géographies que nous adressons à travers la politique de promotion qu'on met en œuvre. Mais en général, quand on parle du Maroc, historiquement, peut-être le Maroc n'était pas, disons, une destination à laquelle on pensait spontanément quand on parlait industrie, ou quand on voulait parler de projet industriel. Aujourd'hui, c'est en train de changer parce que le Maroc offre une crédibilité par rapport aux investisseurs internationaux, par rapport aux industriels, quant à son positionnement et à la politique qu'il mène. Je veux dire, depuis une vingtaine d'années déjà, et grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on a commencé par, disons, mettre en place les prérequis. On a investi massivement dans les infrastructures, dans l'aménagement du territoire, dans la formation du capital humain, etc. Et qui sont une sorte de porte d'entrée ou de base qui est nécessaire mais pas suffisant. Donc on a mis en place tout un environnement et qui s'est traduit par l'amélioration continue de l'environnement des affaires au Maroc, comme peuvent l'attester les différents classements internationaux, et qui permet aujourd'hui d'aller faire la promotion du Maroc et d'être crédible aux yeux de ceux qui s'intéressent à la délocalisation de leurs activités. C'est aussi un peu l'esprit qui a présidé, si vous voulez, à la marque, au branding que nous, on porte à l'AMDI, qui est le branding Morocco Now. C'est un positionnement qui a plusieurs, disons, qui a plusieurs significations. Le Now, il veut dire que aujourd'hui, c'est le bon moment pour considérer le Maroc comme une localisation potentielle ou crédible pour des projets d'investissement. Je vous l'ai dit brièvement, mais on a des atouts qui sont indéniables. On a d'abord, et c'est quelque chose qui est devenu même de plus en plus important aux yeux des investisseurs internationaux, c'est la stabilité et la visibilité sur le long terme. Le Maroc, c'est une monarchie constitutionnelle, c'est un pays qui a une vision à long terme et qui définit un chemin. Et ça permet d'avoir auprès des investisseurs internationaux une projection dans l'avenir qui est plus sereine que des politiques publiques qui peuvent changer ou varier rapidement selon un agenda politique ou un autre. Donc ça, c'est une première chose. C'est disons, la stabilité des institutions, la stabilité politique et la stabilité. Et par ailleurs, il y a la stabilité aussi macroéconomique, parce que le Maroc est un pays qui gère de façon consciencieuse ses fondamentaux macroéconomiques, que ce soit sur la monnaie, que ce soit sur son politique monétaire, sur l'inflation. On a une politique qui de l'inflation, peut-être hormis peut-être cette période un peu particulière, mais
l'inflation touche un peu tous les pays du monde, mais disons que cette politique, disons, volontariste de stabilisation, elle permet de rassurer les investisseurs internationaux. Par ailleurs, on a également, je vous l'ai dit, construit un environnement propice à l'investissement à travers les infrastructures, les ports, les autoroutes, la voie ferrée, les zones industrielles, qui permet d'offrir, disons, un cadre de travail et de production intéressant pour les investisseurs internationaux. On a, et si Amine l'a rappelé, on a un des principaux assets du Maroc, c'est aussi son capital humain. Et ce capital humain à travers la qualité de ses ressources, mais aussi à travers sa démographie, parce que le Maroc est quand même un pays relativement jeune démographiquement, où la moyenne d'âge, je pense, elle est autour de 29 ans, quand dans certains pays concurrents, je pense notamment aux pays d'Europe de l'Est, il y a un vrai shortage de capital, enfin de capital humain, et où la moyenne d'âge se situe plutôt autour de 40-42 ans. Donc, pour le gouvernement, pour l'État, c'est à la fois une richesse, puisqu'on a, disons, des ressources humaines qui peuvent et qui entrent chaque année sur le marché du travail, mais c'est aussi un challenge important. Et c'est pour ça que dans la politique gouvernementale, il a été fixé des objectifs importants en termes de création d'emplois. On a par ailleurs des atouts importants en termes d'accessibilité au marché, ça je vous l'ai dit aussi, à travers l'ouverture qui n'est pas récente. Le Maroc s'est inscrit très tôt dans l'ouverture à l'international, notamment à travers les accords de libre-échange que nous avons signés avec les principaux, disons, marchés consommateurs mondiaux, les États-Unis, l'Union européenne, les pays arabes, récemment l'Union africaine. Et donc ça permet, à partir du Maroc, d'avoir accès en libre droit de douane à un certain nombre de marchés, parce que bon, tout le monde sait bien que le Maroc en lui-même n'est pas un marché important, c'est une population relativement limitée, mais par contre, depuis le Maroc, on peut produire et exporter vers des marchés beaucoup plus importants. Et puis enfin, et si Annie l'a évoqué également, il y a le facteur de l'énergie, et ça, je pense que c'est de plus en plus important, et la crise ukrainienne l'a souligné encore récemment, c'est avoir accès à une énergie compétitive, certes, mais une énergie décarbonée, une énergie verte. Et le Maroc, grâce à ses ressources solaires et éoliennes, peut offrir un accès à une énergie stable. C'est important, l'énergie renouvelable, son défaut, ou parfois ce qu'on lui a reproché, c'est d'être instable. Or, la combinaison au Maroc de l'éolien plus du solaire permet de donner accès à une énergie verte stable et à des prix très compétitifs, bien plus compétitifs que certaines autres destinations. Et ça intéresse particulièrement les investisseurs internationaux parce qu'ils sont tous dans une logique de décarbonation au vu des politiques qui sont menées à travers les différentes géographies pour avoir une chaîne de valeur qui est complètement décarbonée. Et le Maroc offre cette possibilité. Donc oui, quand on présente l'ensemble de ces atouts, on présente le Maroc comme une alternative crédible et compétitive pour l'investissement, et ça fait écho aux priorités qui sont les priorités stratégiques industrielles des grands groupes internationaux. Youssef Tber, concrètement, aujourd'hui, vous qui êtes directeur des investissements et des exportations au sein de la MDE, est-ce que depuis le lancement justement de Marocono, vous sentez que la donne a changé depuis cette pandémie de Covid-19 en termes d'image? C'est plus facile aujourd'hui quand la MDE va valoriser l'image Maroc, la marque Maroc, le Made in Morocco auprès des investisseurs et des partenaires étrangers. On est, j'ai pas envie de dire considéré encore pas mieux, mais davantage dans une panoplie différente, une panoplie possible. Alors moi je dirais qu'il y a deux choses. La première des choses, le Maroc il possède un certain nombre d'atouts qui sont indéniables et qui sont reconnus par tous. Le défaut peut-être du Maroc, c'est de ne pas savoir assez le valoriser et de ne pas le communiquer assez bien ou assez fréquemment
ou de créer de la redondance dans les messages qu'on envoie. Et les retours qu'on a sur le terrain, c'est disons la surprise, l'agréable surprise quand les investisseurs internationaux viennent au Maroc de découvrir ce qu'est le Maroc en réalité. Parce que pour eux, ça reste un pays d'Afrique du Nord peut-être, mais un pays d'Afrique, avec une image qui le précède plutôt sur le tourisme, plutôt sur la qualité de vie ou l'accueil, etc., la culture, etc. Mais comme base productive industrielle, c'est peut-être pas assez prégnant encore dans l'esprit des opérateurs internationaux. Donc nous, on présente les choses quand on va à la rencontre des investisseurs et des opérateurs internationaux. On présente factuellement quels sont les atouts du Maroc, qu'est-ce que le Maroc, qu'est-ce que la politique du Maroc, qu'est-ce que ont été les réalisations du Maroc, quels sont les témoignages de ceux qui ont déjà fait confiance à la destination Maroc dans leur business, ceux qui sont installés, comment témoignent-ils de leur expérience au Maroc. Et tout ça, toute cette image est renforcée lorsque les opérateurs viennent au Maroc en visite et découvrent le niveau d'infrastructure, le niveau de qualification des ressources humaines, le niveau de professionnalisme, et ça nous est dit ça nous a été dit à plusieurs reprises, des institutions et des pouvoirs publics. Je veux dire, que ce soit au niveau du ministère de l'Industrie ou des autres départements ministériels, le ministère de l'Investissement ou les autres départements sectoriels, disons, le Maroc est crédible parce qu'il sait de quoi il parle et parce qu'il a un track record qui témoigne de ses réalisations. Voilà, donc moi je dirais que notre but est bon. Maintenant, il faut justement en faire une promotion, disons, plus régulière et adresser les bonnes personnes aux bons endroits. Mais systématiquement, nous avons que des retours positifs auprès des gens que nous rencontrons partout où nous allons, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, c'est peut-être un peu moins le cas parce qu'ils nous connaissent quand même mieux. Mais disons que aujourd'hui, on a quelque chose de crédible à proposer et de qualité. Et ça, c'est reconnu par l'ensemble des opérateurs avec lesquels nous discutons. Est-ce que vous avez des indicateurs clés ou des indicateurs de performance de la MDE en matière d'attraction des investissements à nous partager? Alors nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on a disons, des plans d'action annuels sur lesquels on s'engage en coordination avec les départements ministériels concernés, que ce soit le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Investissement, le ministère de l'Énergie, le ministère du Tourisme, tous les ministères concernés par la politique de l'investissement, et sur lesquels on fixe des objectifs par secteur d'activité, que ce soit au niveau de l'investissement ou que ce soit au niveau de l'export. On travaille aussi de manière rapprochée avec les fédérations professionnelles, le secteur privé en général, pour s'aligner sur qu'est-ce qu'on doit prioriser, à quel niveau et quelle est la méthodologie pour y parvenir. Donc, sans vous donner des chiffres précisément, mais on monitore, disons, la performance de l'ALDI à travers, disons, le nombre d'entreprises que nous rencontrons, la qualité de ces entreprises-là, et évidemment tout le nombre de projets qui se concrétisent in fine sur le terrain, toutes les commandes qui sont finalisées en termes d'export. Donc c'est parmi ces indicateurs de performance que nous monitorons. Et cette année, sans vous dévoiler des chiffres que d'abord nous devons présenter à notre conseil d'administration, mais on voit une nette accélération à la fois de l'investissement privé au Maroc et des exportations, ce qui témoigne à la fois disons, de succès ou de l'écho que peut avoir la destination Maroc auprès des opérateurs, et aussi à travers, témoigne aussi de la pertinence, disons, du ciblage que nous réalisons à l'endroit des
des opérateurs internationaux et des opérateurs nationaux, parce que l'AMDI ne travaille pas exclusivement avec les investisseurs étrangers, elle travaille aussi, et je dirais pas et surtout, mais elle travaille aussi avec les investisseurs nationaux que nous accompagnons exactement de la même manière que les investisseurs internationaux. Nous ne mettons pas plus d'efforts pour les investisseurs internationaux que pour les investisseurs nationaux. Ouais, justement, c'était la question suivante que je voulais vous poser, c'est finalement comment l'AMDO aujourd'hui accompagne des entreprises marocaines sur le plan international, des entreprises qui sont aujourd'hui dans une démarche d'accéder à des marchés internationaux. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, on les accompagne de plusieurs manières. Déjà, on les accompagne à travers de l'information. On a une base d'informations que nous partageons avec les opérateurs privés sur des études de marché, sur des opportunités, sur un potentiel, disons, à l'export. Ensuite, nous accompagnons les opérateurs, les entreprises marocaines à se rendre à des foires, à des salons, à des rencontres B2B à l'international, où nous prenons en charge, disons, les frais de ces déplacements, de ces participations, pour que les entreprises marocaines puissent exposer leur savoir-faire, puissent exposer leurs produits et puissent entrer en contact avec des donneurs d'ordre internationaux et faire ce matching entre le demande et l'offre. On a un réseau également de partenaires à l'international qui sont des gens, des professionnels, disons, de l'action commerciale qui sourcent des clients, qui sourcent des opportunités d'investissement aussi ou des entreprises qui pourraient être intéressées par le Maroc et que nous mobilisons à chaque fois que nous nous rendons dans une destination pour disons, faire ce matching le plus pertinent possible pour les opérateurs nationaux. Nous accompagnons aussi d'une façon directe les investisseurs et les exportateurs. Et peut-être là, je dirais un mot sur la nouvelle charte d'investissement qui a fait l'actualité ces derniers mois. Parce que l'AMDI est l'agence qui a le secrétariat de la Commission nationale de l'investissement. Et donc, c'est l'AMDI qui, disons, in fine, traite les dossiers d'investissement qui sont éligibles à la charte de l'investissement et qui, dans le cadre de comités techniques, propose un niveau d'incitation pour les projets d'investissement. Donc, nous accompagnons aussi les opérateurs à être au courant de l'offre d'accompagnement ou de l'offre incitative que propose l'État marocain et ensuite à constituer leur dossier d'investissement et à bénéficier de tout l'accompagnement financier que peut fournir l'État dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement. Et donc, à ce titre, on a un rôle, disons, important et central. Et je dirais qu'il y a, in fine, peut-être un travail en aval qui est celui de faire le suivi avec les opérateurs et avec les investisseurs post-investissement pour ce qu'on appelle nous l'aftercare, c'est-à-dire traiter toutes les problématiques qui peuvent surgir dans la réalisation de leur projet ou dans le cadre de projets de réinvestissement, le cas échéant. Merci Youssef. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements et des exportations au sein de l'AMDE. Vous restez bien sûr avec nous. On va donc entamer cette séance de questions-réponses. Beaucoup de questions et donc beaucoup de réponses forcément. Avec une question que j'ai trouvée personnellement intéressante. C'est une des premières qui nous vient de Hassan. Peut-être je vais vous la poser à Amine Bellachoulami qui donc est avec nous, chef du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est une question toute simple. Question pratique, et d'ailleurs vous avez débuté tout à l'heure un petit peu votre intervention en donnant des exemples sur ce qu'on produit aujourd'hui, qu'est-ce qui est made in Maroc, qu'est-ce qui a été permis par la banque de projet, vous parlez du taux important de produits manufacturés qui sont exportés. Hassan, il a une question toute simple, qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous pouvons produire made in Morocco, et il va même plus loin, il se demande est-ce qu'il y a aujourd'hui une plateforme de mise en valorisation des produits Made in Morocco dans le cadre de cette banque de projet. Je vais compléter, est-ce qu'aujourd'hui, je suis distributeur, je suis commerçant, je peux aller sur une plateforme, sur un site internet
et me dire, bah, tiens, je vais commercialiser un produit made in Morocco? Alors, merci Landry, merci Si Hassan pour cette question. Moi, je répondrai en deux temps. Justement, la raison d'être même de la banque de projet, c'est de présenter aux investisseurs potentiels un certain nombre de produits que nous pouvons fabriquer au Maroc et pour lesquels nous estimons aujourd'hui, de manière documentée, avoir la compétitivité nécessaire pour le produire localement. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, la banque de projet donc, compte 375 fiches projets. C'est extrêmement varié. Extrêmement varié, ça va de choses très simples, relativement simples, à des choses beaucoup plus sophistiquées et couvrant une quinzaine de secteurs industriels. Donc ça, c'est sur la partie production, à la fois pour le marché local et sur l'export. Ensuite, sur la partie débouchée, aujourd'hui, justement, c'est la deuxième partie de la chaîne sur laquelle nous mettons l'accent aujourd'hui et qui sera au cœur de la prochaine stratégie industrielle, notamment sur le volet export. Aujourd'hui, il y a un travail remarquable qui est fait par l'AMDIE, coordination avec les départements concernés, pour accompagner justement les entreprises marocaines sur les marchés à l'export. Il y a un certain nombre de dispositifs, dont un dispositif porté par le ministère qui s'appelle Relance Export et qui permet justement aux industriels qui ont déjà un pied à l'export d'aller encore plus loin. Nous allons probablement relancer également un dispositif de primo-exportateurs pour permettre aux entreprises marocaines d'accéder pour la première fois aux marchés internationaux. Et plus généralement, nous travaillons aujourd'hui sur un dispositif intégré qui sera annoncé dans le cadre de la future stratégie industrielle pour permettre d'un point de vue logistique, point de vue certification, qui est souvent clé pour accéder à un certain nombre de marchés, en termes d'incitation financière, de mise à niveau, de donner les outils aux opérateurs marocains de gagner davantage de parts de marché à l'international. Réponse claire et précise. Alors justement, il y avait Saïd qui nous posait une question sur cette orientation destinée aux marques Maroc. Tout à l'heure, vous en faisiez allusion. Alors j'imagine que c'est toujours en cours de réflexion, mais est-ce que vous pouvez développer? C'est la question qui est posée. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux perspectives que l'on peut percevoir? Ça sera de la valorisation, de l'aide, de l'encouragement? Alors, aujourd'hui, nous avons sur la table un projet de label. Projet de label Made in Morocco avec un cahier de charges qui sera également annoncé dans le cadre de la prochaine stratégie. Comme il existe des labels dans un certain nombre de pays pour attester de l'origine marocaine, qui d'ailleurs connaît aujourd'hui un succès grandissant auprès des consommateurs, que ce soit au Maroc ou à l'international. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études de marché ou d'enquêtes d'opinion qui démontrent de manière claire que les consommateurs sont plus confiants envers ou comment dire, ont plus d'appétit pour la production marocaine. Donc aujourd'hui, il y a comment dire, cet attrait qui est naturel ou qui est croissant pour la production marocaine de la part des foyers des entreprises marocaines, une performance à l'export qui est aujourd'hui remarquable. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner un exemple. Les deux véhicules les plus vendus en Europe en 2022 sont produits au Maroc. Et ça, je pense, ça matérialise la qualité et la compétitivité des produits marocains qui étaient par le passé peut-être davantage reconnus à l'international qu'au Maroc. Mais aujourd'hui, notamment depuis le Covid, les études d'opinion le montrent, plus d'intérêt ou plus d'attrait des consommateurs marocains pour le produit local. Et l'idée, justement, c'est de matérialiser cette production locale à travers un label qui sera accordé en fonction d'un certain nombre de critères sur lesquels nous sommes en train de plancher pour matérialiser justement l'origine marocaine des produits et pouvoir en faire la promotion de manière un peu plus massive. Alors, il y a une question de Youssef qui nous parle de la fameuse taxe verte au sein de l'Union européenne, aux frontières de l'Union européenne. Que pensez-vous de cette taxe verte, messieurs, demande-t-il, et est-ce qu'elle est une menace pour le Made in Morocco? Youssef Tber peut-être, et puis Amine Belachelami.
En fait, c'est une question qui est anticipée depuis un certain temps par les autorités marocaines et qui, de toute façon, s'inscrit dans la continuité de la politique qui est menée par le Royaume, c'est-à-dire d'introduire plus de durabilité dans la production industrielle nationale. Donc, nous, on sait que ça peut être un frein pour un certain nombre d'industries qui ne décarbonent pas assez vite leur production. Mais le Maroc souhaite justement jouer cette carte de la décarbonation pour ne pas avoir à subir ces entraves à l'entrée à l'Union européenne et être compliant avec les normes qui seront imposées. Donc aujourd'hui, à travers la politique énergétique que mène le Royaume, on est tout à fait en ligne avec, disons, les normes qui sont imposées. Et on offrira la possibilité, au contraire, ça devient même un atout pour le Maroc, à des industriels qui ne peuvent pas ou qui ne décarbonent pas assez vite leur production, d'avoir une alternative au Maroc qui puisse leur permettre d'atteindre ces objectifs-là pour pouvoir pénétrer les marchés européens. Donc, je dirais que ce n'est pas une menace pour le Made in Morocco, c'est au contraire ici peut-être une opportunité pour la plateforme industrielle marocaine. Amine Belhaj Solami, et peut-être que je vais compléter la question parce que c'est vrai qu'il y a aussi au niveau du secteur du textile, quelques pays européens qui ont commencé un étiquetage justement de consommation, d'information aux consommateurs sur la production propre, le développement propre du tissu. Sur ce point de vue, le Maroc est bien positionné, on a des points forts indéniables. Oui, absolument. J'aimerais, comment dire, confirmer ce qu'a dit Si Youssef. Aujourd'hui, le sujet du mécanisme d'ajustement carbone, de la taxe carbone, c'est un sujet que nous suivons depuis un certain nombre d'années déjà, qui a connu un certain nombre de développements, qui va se faire en deux phases. Donc aujourd'hui, à partir de octobre cette année, on va entrer dans une phase déclarative et avec les paiements effectifs à partir de 2026. Alors, il y a un certain nombre d'incertitudes encore sur le périmètre. Il y a des secteurs qui sont clairement définis, le ciment, les engrais, l'acier. Aujourd'hui, donc, message numéro 1, c'est globalement une opportunité pour le Maroc. D'abord, parce que on a un positionnement précurseur sur la thématique des énergies renouvelables, avec une feuille de route qui a été tracée par Sa Majesté dans les années 2000 et des objectifs ambitieux en la matière. Maintenant, le challenge, justement, pour faire en sorte que ça reste une opportunité, est de pouvoir gagner des parts de marché par rapport à d'autres concurrents plus lointains, ayant une énergie plus carbonée. C'est justement de faire en sorte de faire arriver cette énergie décarbonée au Maroc, qui peut être l'une des plus compétitives au monde, de la faire arriver aux industriels. Donc, c'est aujourd'hui l'objet de nombreuses initiatives, notamment une convention dont la signature a été présidée par monsieur le chef du gouvernement fin de l'année dernière, pour permettre justement de créer ce lien. Donc, aujourd'hui, modulo notre capacité collective à accélérer le raccordement des industriels, en particulier en moyenne tension à l'énergie renouvelable, ce sera véritablement un atout, en sachant que les industries les plus exposées sont aujourd'hui déjà très avancées en la matière, que ce soit les cimentiers, les aciéristes. Je pourrais dire un mot d'ailleurs sur le plan de OCP, particulièrement ambitieux, 13 milliards de dollars, 1 million de tonnes d'ammoniac vert. Aujourd'hui, sur les secteurs directement concernés, nous sommes en avance. Les acteurs sont suffisamment équipés, ont fait les investissements nécessaires, bénéficient déjà de l'énergie verte. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de massifier l'accès à cette énergie verte compétitive à l'ensemble des PME marocaines, qu'elles soient exportatrices ou non d'ailleurs, pour aussi bénéficier d'avantages en termes de prix. Sur le textile, effectivement, le Maroc aujourd'hui travaille avec les grands donneurs d'ordre européens. Inditex, par exemple, pour ne pas le nommer, qui représente un client aujourd'hui important du Maroc et qui a des exigences très élevées en la matière, en matière ENS au sens large, et qui aujourd'hui, avec l'accompagnement des pouvoirs publics et du ministère en particulier, a permis une vraie mise à niveau du secteur au Maroc, ce qui nous permet justement de continuer à gagner des parts de marché par rapport à des
des pays plus lointains, peut-être un peu moins regardants sur les conditions de travail, sur le volet environnemental. J'aimerais dire aussi un mot sur la ressource hydrique. La ressource hydrique qui est aujourd'hui beaucoup mobilisée dans le secteur textile, pour laquelle des acteurs marocains ont fait un effort important, notamment en termes de stations d'épuration. Mais aujourd'hui, en parallèle du sujet des énergies renouvelables et de la décarbonation, ça va être un enjeu majeur. Aujourd'hui, il y a une vraie mobilisation au sein du gouvernement, avec des orientations claires de Sa Majesté, pour en faire une priorité. Et ce sera, comment dire, en bonne place dans le cadre de la future stratégie, comment continuer à gagner en compétitivité tout en préservant la ressource hydrique. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a des gros groupes industriels internationaux qui ont mis eux-mêmes en place des mesures justement liées au stress hydrique pour tenter de combler leur business. Donc là, on pourrait voir se développer peut-être des sortes de distribution de bons et mauvais points avec des facilitations en perspective pour des secteurs ou des entreprises qui respectent des normes qui pourraient être fixées. Alors, d'abord, il y a un travail, comment dire, de pédagogie important, que ce soit pour les ménages ou pour les corporates. Il faut qu'on comprenne collectivement le prix de l'eau. Aujourd'hui, l'eau, peut-être on paye des factures, l'eau a un coût, comment dire, économique pour les acteurs, mais il y a derrière un prix et il y a une vraie prise de conscience qu'on doit faire collectivement. Il y a un certain nombre d'efforts à faire aujourd'hui sur l'initiative d'ailleurs qui sont déjà lancées sur le dessalement, sur limiter le gaspillage, que ce soit au niveau des utilisateurs ou au niveau des distributeurs. Mais en ce qui nous concerne directement sur le sujet de l'industrie, et aujourd'hui nous avons dans le cadre d'un programme de Maroc PME qui s'appelle Stouer Croissance Verte, nous avons des dispositifs d'assistance technique et de subvention pour que les industriels puissent mettre à niveau justement leur installation et consommer moins d'eau, soit en recourant à de nouvelles techniques de production ou simplement en faisant des petits gestes au quotidien qui permettent d'optimiser cette ressource. Aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle Stouer Croissance Verte qui couvre la partie préservation de la ressource hydrique, mais nous avons de plus grandes ambitions et probablement un effort supplémentaire à faire sur ce volet-là. Alors, pour rebondir sur ce que dit Siamine et pour matérialiser un petit peu l'engagement du gouvernement sur la durabilité, je pense que le gouvernement il cherche surtout à promouvoir les bonnes actions que sanctionner, disons, l'inadaptation aux nouvelles exigences. Donc, ça se traduit notamment, par exemple, ce qu'il y a à travers le mécanisme incitatif de l'État. Il y a des mécanismes qui sont dédiés au développement durable. Donc, on souhaite encourager les investisseurs notamment à aller dans ce sens en leur disant si vous appliquez des critères de durabilité, vous serez d'autant plus incentivé sur vos projets. Et parmi, disons, le facteur, disons, principal de la durabilité, c'est la gestion de l'eau. C'est un facteur, disons, qui n'est pas négociable. Si vous voulez bénéficier d'une prime sur le développement durable, vous devez avoir une politique de gestion de l'eau, une politique de gestion des déchets et une politique responsable. Pardon. Inclus dans la charte de l'investissement, ce paramètre. Tout à fait. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on essaie d'encourager les bonnes pratiques plutôt que de sanctionner, disons, ceux qui ne vont pas assez vite dans ce sens. Bien sûr. Alors, justement, on va rejoindre un petit peu un sujet connexe, qui est celui de la recherche et développement et l'innovation. Il y a beaucoup de questions, justement, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour soutenir l'innovation, la recherche et développement, est-ce qu'on fait assez, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui, est-ce que le Made in Morocco doit passer par là? Amine Belhach-Chelami, aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui est dans le pipe. Alors, c'est plus que dans le pipe. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement le programme qui a été lancé fin d'année dernière, qui s'appelle Tatouer, R&D et Innovation. Là, je vais peut-être en parler de manière un peu plus précise. Donc, ce programme permet, selon des conditions d'éligibilité particulières, donc notamment la formation d'un couple, entre guillemets, entre une entreprise et un porteur de projet, qu'il soit universitaire, chercheur dans un centre de recherche,
d'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'idée jusqu'à l'industrialisation. Donc, il y a 3 composantes à ce dispositif qui s'appelle Software, Innovation et R&D. La première, c'est sur l'appui à la valorisation des brevets, où l'État prend en charge 80% des frais, des prestations liées au développement et à la valorisation des brevets, avec un plafond de 1 million de dirhams par projet. Donc ça, c'est comment passer de l'idée à un brevet. Ensuite, sur la deuxième étape, comment passer du brevet au prototype. Et là, c'est le deuxième volet du dispositif qui appuie finalement le développement de la conception jusqu'à la validation du prototype, où l'État contribue à hauteur de 60% avec un plafond de 4 millions de dirhams aux frais de prestation, les intrants, les consommables, les outillages, etc. pour arriver à ce prototype. Enfin, en bout de chaîne, c'est le passage du prototype à l'industrialisation et l'État contribue à 30% des frais d'investissement matériel et immatériel liés à cette industrialisation avec un plafond de 5 millions de dirhams. Donc, je pense objectivement que c'est vraiment un bel outil qui a été lancé fin d'année dernière, mais qui est opérationnel depuis le début de cette année. Et je saisis cette occasion justement pour inviter l'ensemble des acteurs, des personnes qui ont un intérêt pour le sujet, à consulter le site web du ministère qui détaille davantage le dispositif, et les équipes sont aujourd'hui à disposition des opérateurs pour les accompagner, pour bénéficier de ce dispositif qui était attendu depuis un certain nombre d'années. Certains pays ont fait le choix de dispositifs de type crédit d'impôt. Nous avons fait le choix pour notre part d'avoir un accompagnement plus ciblé en apportant un appui financier direct et qui est de mon point de vue très avantageux. Youssef Atber, sur l'innovation, sur la recherche et développement, peut-être un mot? Je souscris à ce qu'a dit ici Amine par rapport aux mécanismes qui sont mis en place. Aujourd'hui, c'est peut-être encore un chantier sur lequel l'État doit faire des efforts pour accompagner, disons, les initiatives de recherche et développement. On en a fait conscience et on va compléter parmi les dispositifs qui sont prévus dans la charte de l'investissement. Il y aura un dispositif qui sera dédié aux TPME et qui prévoira dans ce cadre-là qui sont innovants pour favoriser la recherche et le développement, notamment au niveau des petites et très petites entreprises. Alors, j'ai une question, elle est simple et pas simple. Amine Benachouelali. Elle est pratique. Question de Enasser qui nous demande est-ce que aujourd'hui la banque de projet donc, de substitution à l'apport a permis de réduire de manière significative déjà nos importations? Oui, c'est une question très pertinente. C'est la raison même d'être de la banque de projet. Aujourd'hui, c'est pas évident de faire le bilan de manière purement comptable, dans la mesure où il y a un certain nombre de facteurs exogènes. Par exemple, l'inflation. Aujourd'hui, on peut en revanche de manière ciblée, en sachant que le dispositif a été lancé en septembre 2020, que beaucoup d'usines ont commencé à sortir de terre 18-24 mois plus tard. Aujourd'hui, l'impact, on commence à le voir de manière très précise sur une sélection de produits, notamment dans le secteur agroalimentaire, modulo un certain nombre de paramètres liés notamment à l'inflation, à des changements de contexte mondial sur une catégorie de produits. On peut dire aujourd'hui que les importations ont beaucoup baissé, notamment, j'ai parlé par exemple de choses qui peuvent paraître un peu triviales, sur le jus d'orange, sur le fromage fondu, sur la biscuiterie. Et justement, je pense qu'on pourra faire cet exercice de manière plus rationnelle dans 12 ou 18 mois, une fois que davantage d'usines auront commencé leurs opérations. Ceci étant dit, l'état d'esprit, c'est pas nécessairement réduire les importations pour les réduire, mais c'est pousser la production locale et aussi pousser à l'export. Et là, sur l'export, on le monitore, les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, avec les exportations qui ont augmenté, industrielles, qui ont augmenté de
plus de 30% en 2022. Une partie de cette croissance-là est liée à la banque de projet. Le bilan comptable sera fait à la fin de la stratégie, donc en 2023, à la fin du plan de relance industrielle. Là peut-être sur le secteur agroalimentaire, alors je sais que c'est encore trop tôt effectivement, mais est-ce que vous auriez peut-être une fourchette sur le secteur agroalimentaire, sur quelques marchés typiques, par exemple le jus concentré, le jus d'orange concentré ou sur la biscuiterie, est-ce qu'on arrive déjà à des indicateurs de l'ordre de 10%, 15% de baisse d'importation et donc de substitution par le marché marocain, ou c'est très complexe encore? Non, on peut regarder. Honnêtement, j'ai pas fait l'exercice. On peut regarder. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire représente un peu plus du quart des projets accompagnés au titre de la banque de projet. Alors, il y avait une question qui est de Abdesamad, qui rejoint la question qu'on vient de se poser, c'est finalement, est-ce que ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat du consommateur local? Encore trop tôt? Ça commence déjà? Ça peut arriver? Ou alors, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Et en fait, comment dire, moi, je suis convaincu que le pouvoir d'achat passe beaucoup par l'emploi. Aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure le chiffre de 1 million de personnes qui sont inscrites à la CNSS dans l'industrie versus 300 000 il y a une dizaine d'années. Donc, ce sont autant de personnes qui aujourd'hui ont un salaire, ont un travail stable qui leur permet justement d'avoir des revenus, de fonder une famille et donc de gagner de manière très directe en pouvoir d'achat. Ça, c'est l'effet, si vous voulez, un peu macro direct. Ça crée de l'emploi. C'est le canal de l'emploi. Le deuxième canal sur le pouvoir d'achat, c'est la diversification de l'offre. Aujourd'hui, comme on peut l'imaginer, le fait qu'il y ait sur le même produit une offre plus abondante dans un marché qui fonctionne correctement devrait mécaniquement, toutes choses étant égales par ailleurs, là aussi je pense à l'inflation, plutôt tirer les prix des produits vers le bas et donc faire gagner les consommateurs en pouvoir d'achat. Bon, je vais passer la parole à Youssef Bert parce que vous allez croire à une belle sur la vie que vous êtes ciblé. Mais bon, là aussi, question indiscrète. Je sais que c'est difficile de répondre, mais sur le projet de loi de finances 2024, on peut s'imaginer un davantage de ressources financières, en tout cas de moyens, d'idées tournées autour de cette politique d'import-substitution dans ce contexte d'inflation, si vous deviez miser une pièce. C'est encore tôt, on n'est pas encore en juin. Au-delà, c'est une question qu'il faut poser à Monsieur le ministre délégué au budget. Ce n'est pas qu'une question d'argent finalement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de leviers qui, au contraire, peuvent être générateurs de ressources. On peut imaginer, par exemple, à l'augmentation des droits de douane. C'est ce qui a été fait en 2020, où on est passé de 25 à 40%, et qui est de nature mécaniquement à favoriser la production locale et à générer des ressources supplémentaires pour le budget de l'État. Moi, je pense que cette question-là, il ne faut pas l'appréhender d'un point de vue budgétaire. Aujourd'hui, il y a un effort significatif de l'État qui est mis pour la promotion de l'investissement sur la charte de l'investissement, avec de mémoire 3 milliards de dirhams qui sont prévus pour cette année. Je pense que les leviers sont autres que budgétaires. Il y a le levier de la formation, de la montée en gamme du capital humain, de l'énergie, du foncier. Et sur beaucoup de ces chantiers-là, la dimension budgétaire n'est pas prépondérante, de mon point de vue. Youssef Tver, peut-être un mot sur aujourd'hui. Oui, moi, je suis d'accord avec Amine parce que soit on voit le prisme du pouvoir d'achat par la baisse des prix, soit par l'augmentation des moyens consommateurs. Et donc, le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des Marocains, c'est d'abord les opportunités d'emploi. Et c'est ce que c'est de faire la politique de l'État à travers cette politique de substitution de l'importation, c'est de produire localement et donc de créer des emplois localement et donc donner mécaniquement du pouvoir d'achat aux gens plutôt que d'essayer de tirer les prix vers le bas. Je pense que aujourd'hui la priorité c'est de donner des moyens, au plus grand nombre de personnes et d'augmenter, disons, mécaniquement les salaires
pour que les gens aient plus de moyens de consommer. Donc, là c'est la politique de l'État. Et ce qui est important à préciser également, c'est que c'est primordial dans chacune des négociations que l'État et que le gouvernement a avec les opérateurs internationaux, de mettre la question de la production locale, du local content, au milieu, au centre des préoccupations. Le trade-off, c'est on vous accompagne, on vous aide financièrement, mais par contre, vous investissez au Maroc, vous créez de l'emploi localement et vous essayez de sourcer le maximum de choses au niveau local en favorisant les industries qui existent déjà. Donc, c'est tout c'est le sens général de la négociation entre l'État et les investisseurs internationaux, c'est de permettre qu'une activité fasse tache d'huile ou en cascade, crée beaucoup d'autres opportunités localement pour favoriser le tissu industriel national et tous les opérateurs qui travaillent et créer de l'emploi direct, indirect, etc. Vous, Youssef Tiber, qui est directeur des investissements et des exportations à l'NDE, est-ce que votre portefeuille, entre guillemets, ce n'est pas un, mais en tout cas, est-ce que votre portefeuille client, donc des investisseurs directs étrangers, notamment des grands patrons d'entreprises étrangères, est-ce que ce portefeuille-là, il a évolué depuis quelques mois? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ce portefeuille-là ou pas depuis justement la mise en place de cette politique d'import-substitution, depuis maintenant l'opérationnalisation de la charte d'investissement? Est-ce que vous constatez un changement de regard? Il y a un changement de tissu industriel, de tissu d'investisseurs? Oui, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que ça suscite beaucoup d'intérêt auprès des opérateurs nationaux. Et c'est les premiers qui sont intéressés par ce que met en place le gouvernement pour favoriser l'investissement. Et quand on regarde les projets d'investissement qu'on a dans le parc, il y en a énormément qui viennent des opérateurs nationaux. Et ça, c'est un très bon signe parce que autant le niveau d'IDE au Maroc est bon, si on compare à d'autres pays par rapport à notre niveau de PIB, etc., autant le niveau de l'investissement national peut être amélioré significativement. Et donc, ça, c'est un des challenges prioritaires du gouvernement, c'est quand même d'inciter les opérateurs nationaux à investir plus, à prendre peut-être plus de risques et être accompagnés en parallèle par l'État et aussi par le secteur privé, par les banques, etc., pour faciliter. Et ça nécessite beaucoup de choses. Ça nécessite non seulement de l'aide directe, mais ça nécessite aussi d'améliorer globalement l'environnement des affaires, de faciliter les procédures administratives, de donner accès à des fonciers, de donner accès à l'énergie, à du financement, etc. Donc, on est d'abord content de constater que ça suscite un intérêt certain auprès des opérateurs nationaux. Sur les opérateurs internationaux, c'est une double mécanique entre le push et le pull. Ce que nous, on va chercher, puisqu'il nous vient spontanément, on a constaté que spontanément, on reçoit plus d'intérêt, notamment parce que ce sont si vous voulez, c'est une mécanique. Quand on suscite un intérêt dans certains cercles, dans certaines industries, dans certaines géographies, ça attire beaucoup de similaires, de corollaires, de gens qui travaillent dans les mêmes géographies ou dans les mêmes industries. Donc, il y a un effet d'entraînement. Donc, on a pu constater une diversification, notamment vers l'Asie, de l'intérêt. Et ça s'explique parce que, disons, la reconfiguration des chaînes de valeur incite certaines entreprises asiatiques à penser plus au niveau de l'Europe, plus au niveau enfin, se rapprocher en tout cas de leur marché cible. Et aussi, d'un autre côté, on travaille en push vers des investisseurs qu'on pense qui ont un rationnel pour le Maroc. Et donc là, c'est les partenaires traditionnels, c'est sûr, mais aussi des entreprises américaines, des entreprises du Moyen-Orient, incluant Israël, ou ce genre de géographie. Donc, je dirais que sur l'effet pool, ce qui nous vient spontanément, oui, on a constaté plus d'intérêt et beaucoup d'opérateurs, comme je vous l'ai dit, qui viennent un peu des mêmes régions, un peu des mêmes secteurs, et un vrai effet sur le tissu local. Ça, c'est deux constats qu'on peut faire rapidement sur la mise en œuvre de cette politique de favorisation de l'investissement. Ouais, sur l'Afrique, cette politique d'import-substitution aujourd'hui, quel écho elle a? Est-ce qu'elle a un écho? Pas encore, c'est encore trop tôt. Même ici, au niveau des entreprises marocaines qui voudraient peut-être sauter l'étape plus tard et aller vers le continent davantage. Je ne sais pas si Amine, s'il a son
pour couper, mais en tout cas, l'Afrique, c'est un débouché naturel pour les entreprises marocaines dans certaines filières, notamment pour l'export. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont organisées dans les géographies africaines pour montrer, pour créer des opportunités à la fois d'export, mais aussi d'investissement. Et un certain nombre d'initiatives qui vont continuer à l'avenir pour, disons, réenclencher une dynamique auprès des pays africains qui sont à la fois intéressés par l'offre Maroc et aussi qui sont intéressés par toute la dynamique africaine du secteur privé marocain qui a, depuis un certain nombre d'années maintenant, investi l'Afrique de manière assez forte, d'abord par le tissu bancaire, télécom, les assurances, etc., mais pas uniquement. On a pu voir aussi un certain nombre de projets industriels, dans l'immobilier aussi également. Ce qui est important, je pense, au niveau africain, c'est la complémentarité de nos économies et de créer des chaînes de valeur fortes qui lient, disons, une expérience marocaine ou un savoir-faire avec un certain nombre de ressources qu'il y a en Afrique et qui peuvent valoriser à chacun à son niveau une production qui finalement créera une chaîne de valeur complète. Et c'est cette complémentarité qu'on a envie de développer avec les partenaires africains. Amine Belhach-Choudami, peut-être pour terminer sur l'Afrique justement, quelles sont les perspectives de cette politique d'import-substitution? J'imagine que peut-être ce jus d'orange concentré, cette biscuiterie notamment, ça va s'adresser aussi aux consommateurs africains avec un avantage concurrentiel fort par rapport à d'autres marques étrangères plus chères. Absolument. Le potentiel est significatif. Aujourd'hui, en termes de commerce extérieur, l'Afrique représente entre 5 et 10% des exportations nationales. Aujourd'hui, la zone de libre-échange, la ZLECAf, qui est en phase de mise en œuvre, sera certainement de nature à faire augmenter significativement ce chiffre. Donc oui, en termes d'investissement, ça a été évoqué par Si Youssef. Aujourd'hui, on note une présence importante des entreprises marocaines en Afrique. Le Maroc est souvent premier ou deuxième investisseur africain en Afrique sur un certain nombre de segments. En termes d'exportation, effectivement, je pense le meilleur est à venir. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, un certain nombre d'initiatives, notamment en termes logistiques. Aujourd'hui, c'est l'un des obstacles une fois qu'on sort des pays d'Afrique de l'Ouest. Les exportations, qui plus est avec le dispositif qui est prévu dans la charte de l'investissement relatif à l'internationalisation des entreprises marocaines, le potentiel est très significatif. J'aimerais rajouter un mot, rebondir justement sur le concept de chaîne de valeur régionale qui, de mon point de vue, a tout son sens dans le cadre du continent africain. Faites l'idée justement, vous avez évoqué, Landry, la possibilité d'exporter le jus d'orange marocain en Afrique. Nous voyons aussi la possibilité justement, par exemple, sur des industries très variées, sur l'agroalimentaire, sur le chocolat par exemple, d'importer la matière première ou d'accompagner les entreprises marocaines pour investir localement et valoriser localement et au Maroc. Aussi sur des segments, à plus forte valeur ajoutée, sur la mobilité électrique par exemple, on peut imaginer qu'une chaîne de valeur africaine partant du Congo par exemple ou autre, avec le cobalt, les ressources minières sur place, valorisées sur un certain nombre de pays arrivant enfin au Maroc pour faire de la cellule par exemple, peut tout à fait faire sens et aujourd'hui c'est l'un des sujets que nous regardons. Donc moi je pense l'investissement, on y est déjà. L'export, le potentiel est encore à venir, mais regardons aussi cette notion de chaîne de valeur régionale dans les deux sens et qui permet de faire gagner à l'ensemble des participants de la compétitivité, de créer de l'emploi et de la valeur. Merci messieurs, en tout cas on a bien compris qu'un gap a été franchi en l'espace de très peu de temps avec une politique d'apport-substitution qui porte ses fruits. Il sera intéressant effectivement, Amine Belhach-Choudami, de connaître dans les prochains mois, 12 mois, 18 mois, tout à l'heure vous nous disiez, de voir l'impact aujourd'hui concrètement. C'est que c'est toujours difficile parce que ça prend toujours du temps. On voit des premiers chiffres au niveau des projets, de l'emploi, mais une fois un premier pavé bien construit, bien posé, on verra cet effort justement sur la balance commerciale et cet effort pour le consommateur marocain
et pour la production marocaine. Merci messieurs. Amin Bella Choudami, chef du cabinet de l'industrie du commerce, Youssef Tber, directeur des investissements et des exportations à la MDE. Encore un grand merci et à très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridgesham. On remercie bien sûr nos partenaires comme d'habitude, l'OCP, Spirit, Cosumar, Koutoubia et plein d'autres, CH Bank ou encore Bank of Africa, SMIA, Aqua Group, RMA, HEA Investment Holding, ANP et d'autres partenaires, la British International School bien sûr, qui nous accompagnent. Comme toujours, à très bientôt, très bonne soirée et bien sûr, Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.